récriminations à tout vent contre Laurence Ilboudo-Marchal, le ministre de l'Action sociale, est accusé par le SYNTAS. Le syndicat des travailleurs de l'Action sociale lui reproche un management aux antipodes des règles de la fonction publique. C'est la nomination d'un cadre admis à la retraite au poste de secrétaire général du ministère qui constitue la goutte d'eau de trop. Nouveaux locaux pour abriter le détachement de la police nationale de la commune de Guiba dans le centre-sud. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, l'édifice réalisé par le secrétariat permanent des engagements nationaux vient ainsi mettre fin aux exécrables conditions de travail des policiers. À l'étranger, plus précisément au Mali, les choses se précisent quant à la fin de la transition instaurée depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les élections générales sont annoncées pour l'année prochaine. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être des nôtres. Le chef de l'État s'est envolé ce 15 avril. Destination Brazzaville, au Congo. Roch Marc Christian Kaboré est arrivé dans la capitale congolaise cet après-midi, où il prendra part ce 16 avril à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 24 ans, réélu pour un 4e mandat consécutif à la tête du Congo avec plus de 88% des suffrages. Elle est admise à la retraite, mais elle vient de bénéficier de la confiance de sa hiérarchie pour occuper le poste de secrétaire général du ministère de l'Action sociale. Eh bien, la pilule a du mal à passer au département de Laurence Ilboudo-Marchal. Après le SYNAPAS, c'est le SYNTAS qui proteste vigoureusement contre cette nomination. Le syndicat des travailleurs de l'Action sociale la qualifie d'opaque. C'était en conférence de presse ce jeudi. Les précisions de Benjamin Kwame. Les travailleurs du ministère en charge de l'action sociale reviennent à la charge après la nomination de Fatih Ouedraogo Zizian au poste de secrétaire général du dit ministère en Conseil des ministres. La secrétaire générale avait pourtant été admise à la retraite depuis le 18 mars 2021 et le syndicat des travailleurs de l'action sociale s'était indigné en apprenant la nouvelle. Ce jeudi encore, le Syntax fronce la mine contre cette nomination. Sa nomination est venue comme une provocation. Pendant qu'il y a des gros chantiers sur lesquels on les attend, c'est le pilotage à vue on nous a servi. Et quand des esprits professionnels, des travailleurs veulent s'exprimer sur le plan professionnel, en assumant leur liberté de travailleur social, c'est la répression. Il y en a même qui ont été rabroués publiquement. Des humiliations. Et nous, on a estimé qu'il est temps que l'hémorragie s'arrête. Et ce n'est pas tout. Le syndicat parle de politisation de leur administration en indexant la ministre Marie-Laurence Ilboudo de développer des plans liberticides, d'intimidation, d'anti-républicains visant à réduire le silence des travailleurs. Et les exemples pour illustrer ces faits ne manquent pas, précise Juste Logobana. Monsieur Bourema de Salam Ouedraogo, qui est un administrateur des affaires sociales, pour avoir pris position contre une telle ignominie, il a été victime d'une affectation dès le 13 avril, après une semaine que la secrétaire générale ait pris service. On l'accuse de mesures répressives. Et ça, ce sont des faits qui sont concrets. Des coupures abusives de salaire ont été opérées sur les traitements de plusieurs travailleurs. Il dit bien des coupures abusives. Il y a eu également que, ayant posé nos revendications et soutenu la revendication de la satisfaction de ces points de ces préoccupations, les travailleurs ont été abusivement sanctionnés de façon illégale en plus. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale entend faire ainsi barrage à ce qu'il qualifie de forfaiture et d'opaque à travers cette sortie médiatique. Le Syntax dégage déjà d'autres perspectives pour se faire entendre après cette sortie en demandant aux travailleurs de rejeter tout acte administratif émanant de la secrétaire générale. Cet appel s'adresse aux travailleurs, aux militants, de s'armer de courage et de détermination pour faire échec en boycottant, en refusant tout acte qui émanerait
cette secrétaire générale entre griffes pour que nous arrivions à débarrasser notre administration là, du clientélisme et de l'affairisme qui ne fait pas avancer véritablement les institutions. Le Syntax exige en somme le rétablissement des salaires coupés, l'arrêt des mesures répressives et l'annulation sans condition de la reconduction de Faty Ouédraogo Gozizia au poste de secrétaire général à leur ministère. Direction maintenant Guiba dans le centre-sud où les désuets locaux du commissariat de police ont fait place à un bâtiment flambant neuf au grand bonheur du personnel de la sécurité. L'infrastructure très attendue depuis des années est inaugurée ce jeudi. Abdou Aziz Sari. Attendu et espéré depuis tant d'années, le nouveau commissariat de police de Guiba dans le centre-sud est maintenant une réalité. Un soulagement pour tous les fonctionnaires contraints d'œuvrer depuis de nombreuses années dans des locaux inadaptés aux nécessités de leur mission. Ce bâtiment, construit conformément aux normes, vient offrir aux policiers un cadre de travail adéquat pour un meilleur rendement dans cette commune qui présente une forte densité de population. Quand on travaille dans des conditions difficiles, c'est très compliqué. Mais avec ce joyau-là, en tout cas, les agents de la sécurité seront à l'aise pour mieux travailler, pour renforcer en tout cas leur intervention dans toute la commune de Guiba et dans toute la région, je dirais. Parce que s'il y a réquisition, on les réquisitionnera aussi pour le compte de toute la région. Donc c'est vraiment un joyau et c'est une joie totale pour la population. Et je voudrais réellement dire merci à son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Situés en bordure de la route nationale 29, les nouveaux locaux ont été réalisés par le secrétariat permanent des engagements nationaux à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. L'opération est rendue possible grâce au soutien de la République populaire de Chine. Et vraiment, je pense que c'est à la satisfaction générale que nous procédons aujourd'hui à l'inauguration de ce bâtiment. Et je souhaite que beaucoup de commissariats suivent l'exemple des infrastructures qui ont été réalisées ici, parce que ça permet d'améliorer les conditions de travail des agents qui sont commis à cette tâche. Et je pense que ce confort-là ne pourra que renforcer les capacités des agents qui sont chargés de veiller sur la sécurité des populations. Pour permettre aux bénéficiaires de commencer le plus tôt possible les prestations de services, du matériel bureautique et des ordinateurs leur sont offerts. Je prends la parole pour dire juste un mot. Et ce mot, c'est merci. Ça a été déjà dit, c'est vrai. Mais nous ajoutons ce merci car nous sommes tellement heureux de ce joyau. Vous avez vu même juste à l'entrée, le bâtiment, l'ancien bâtiment ne ressemblait pratiquement à rien, tout le monde l'a décrié. Mais actuellement, nous sommes très heureux pour ce joyau où tout a été respecté. On a des plans effectivement types et j'ai vu même qu'ils ont amélioré ce plan type et nous ne pouvons que dire merci. Alors nous allons promettre aussi d'étoffer le personnel, de mettre le matériel qu'il faut pour que le commissariat puisse fonctionner, en tout cas à 100%. Le nouveau commissariat est composé d'une salle de réception, de bureaux dimensionnés pour le personnel, de cellules de détention qui incluent chacune un WC. Il dispose aussi d'un poste d'eau autonome raccordé à tous les bâtiments. Le commissariat de Guiba ainsi que les autres structures de protection civile appelées à la rescousse pour une réglementation de l'utilisation des explosifs et autres substances chimiques qui menacent la sécurité intérieure. C'est Universal Institute of Mining Management qui tire la sonnette d'alarme face à une utilisation anarchique des explosifs. Sandrine Zouri nous en parle. Ils sont nombreux, ces personnes qui ont perdu la vie suite à l'utilisation anarchique des explosifs, des comportements dénoncés par l'Universal Institute Mining Management. Aujourd'hui, l'Institut sensibilise les acteurs concernés sur la réglementation nationale en matière d'explosifs à usage civil afin de réduire les dégâts. Nous allons d'abord, dans un premier temps, parler des incidents, faire un aperçu effectivement des incidents et des accidents qui ont eu lieu au Burkina et ailleurs,
pour permettre effectivement de rappeler l'utilité effectivement que nous nous organisons pour mieux maîtriser effectivement la réglementation afin de faciliter effectivement le processus de maîtrise et de sécurisation de nos différentes mines, mais aussi des populations. Et à la suite, justement, nous allons avoir des débats avec les participants qui sont, comme je le disais dans mon propos au cours de l'ouverture, d'origines diverses. Cela permettra effectivement que les points de vue qui n'étaient pas partagés puissent être débattus pour permettre effectivement, comme l'a dit M. le ministre, de pouvoir quand même faire des recommandations qui vont permettre de faire avancer effectivement la problématique. Selon le gouvernement, ces explosifs viennent exacerber la situation sécuritaire que connaît le pays dans la lutte contre le terrorisme. Et dans un contexte sécuritaire difficile, il faut battre le fer quand il est chaud. On constate également que ces substances explosives, ils sont mises en œuvre par des personnes ne détenant pas toujours les autorisations requises, avec quelquefois des incidents et accidents. La situation sécuritaire actuelle dans notre pays commande donc une plus grande attention pour le respect de la réglementation encadrant la fabrication, la commercialisation, le transport, le stockage et l'utilisation de ces produits. Et cela dans le but d'assurer une meilleure sensibilisation et protection du public et des professionnels vis-à-vis de ces explosifs, d'empêcher que ces produits ne soient utilisés par des terroristes ou des personnes mal intentionnées, d'assurer une meilleure application de la réglementation. À l'école de la réglementation, ils sont tous attentifs. Il est recommandé à la population d'être vigilante et surtout de collaborer. Nous profitons d'ailleurs de votre micro pour inviter l'ensemble de la population à observer de manière particulière autour d'eux et à dénoncer au besoin, s'il en venait, qu'ils observaient que des individus transportaient, stockaient ou manipulaient dans nos quartiers ou dans des magasins ces substances chimiques explosives qui sont très dangereuses pour la population. Cet atelier sur les dispositions de la loi portant fixation du régime des substances explosives à usage civil permettra aux acteurs de mieux connaître les obligations et les sanctions en cas de non-respect de la réglementation. Un atelier placé sous le thème « Réglementation des substances chimiques et explosives à usage civil dans les mines et carrières ». Ce geste empreint de solidarité et d'entraide, l'association Couleur de Vie vole au secours des enfants hémodialysés souffrant de cancer. Elle vient de leur offrir plus de 6 millions de francs CFA. Question de contribuer à leur prise en charge. Bessogré John William Somda. L'élan de solidarité en faveur des enfants souffrant de cancer et d'insuffisance rénale se poursuit pour l'association Couleur de Vie. Après avoir fait des émules dans le milieu culturel, cette association créée en 1997 se focalise désormais sur des actions en faveur du bien-être des enfants. Pour rester dans la nouvelle dynamique qu'elle s'est imposée, Couleur de Vie a remis 3 chèques d'une valeur totale de 6 167 000 en faveur de 2 associations et d'un enfant souffrant d'insuffisance rénale. Ainsi, l'association contre le cancer des enfants reçoit 2 257 000, celle des dialysés repart avec 3 200 000 et 710 000 reviennent à cet enfant en situation d'hémodialyse. Pour la présidente de l'association Couleur de Vie, Aïcha Taouedraogo, dite Aïcha Junior, c'est une action qui vise à interpeller davantage de Burkinabés sur la situation des enfants souffrant de cancer ou d'insuffisance rénale. Ce don en faveur des enfants dialysés et souffrant de cancer, parce que ça rentre en droite ligne de ce que nous faisons, parce que depuis que nous existons, nous travaillons avec les enfants. Et on s'est dit que c'était vraiment important de penser à eux en faisant un geste, surtout pour ceux qui souffrent. C'est bien d'organiser des spectacles pour les enfants, ça c'est ceux qui peuvent venir, ceux qui sont en bonne santé qui peuvent se déplacer, mais ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas jouir de ça, il faut qu'on ait un clin d'œil à ces enfants, on fasse un clin d'œil à ces enfants-là. C'est la raison pour laquelle depuis maintenant 4 ans, nous essayons d'organiser nos activités et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces enfants malades. Si l'on se fie aux chiffres, ils sont plus d'une vingtaine de ces enfants atteints de cancer dans notre pays. L'action de Couleur de Vie, si elle ne résout pas tous les problèmes, ôte une grosse épine des pieds des parents d'enfants malades. Quoi de plus normal que de susciter la satisfaction du chef de service néphrologie et du directeur du centre hospitalier Algado Ouedraogo. C'est vraiment une aide inestimable, puisque pour pouvoir faire l'hémodialyse dans de bonnes conditions, il faut un suivi biologique. Donc soit biologique, il y a également le suivi qu'on dit complémentaire.
donc notamment les échographies, etc., etc. Et ça, il faut de l'argent. Et c'est une maladie qui appauvrit. Hein. Donc avec cet argent, c'est les enfants qui sont les heureux bénéficiaires, donc les enfants de moins de 20 ans. Donc ils pourront réaliser un certain nombre d'examens complémentaires qui nous permettront d'ajuster les différentes prescriptions médicamenteuses que nous allons leur faire. Je ne peux vraiment que dire merci à l'association Couleur de Vie, parce que les gestes qui ont été faits, ce n'est pas la première fois que l'association intervient ici, mais les gestes qui ont été faits aussi, c'est assez emblématique, parce que souvent, nous ne sommes pas au courant qu'il y a des problèmes particuliers. C'est vrai que l'État fait déjà une subvention au niveau de la prise en charge des patients dialysés, mais vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne le savez pas du tout, que ces patients ont besoin d'un suivi biologique, c'est-à-dire les examens qu'il faut faire, ce n'est pas toujours évident qu'ils puissent avoir de l'argent pour ça, et ça, ce n'est pas subventionné forcément. Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo n'est pas le seul centre qui accueille des enfants atteints de cancer. D'autres à travers le pays le font également et verront leurs patients pris en charge par le don de l'association Couleur de Vie. Pour les parents des malades, c'est un grand pas dans la lutte contre les cancers et l'insuffisance rénale chez les enfants. Une date à retenir dans ce journal, du 22 au 28 octobre prochain à Zignaré, se tiendra le Salon régional de l'artisanat. À quelques 6 mois de l'événement, les organisateurs sont plus que jamais alertes. Ils veulent faire de cette 3e édition un véritable cadre de promotion de l'artisanat local. Sandrine Zougri. À 6 mois du Salon régional de l'artisanat, les premiers acteurs sont au pied du mur. Se mettre vite au travail pour que le succès soit au rendez-vous. C'est la dynamique ici à Zignaré où se tient une conférence sur le Sahara. Thème du prochain salon régional de l'artisanat, développement de l'artisanat dans les régions, facteur de résilience des populations, de création d'emplois et de revenus. L'organisation de ce salon a pour objectif principal de mettre en valeur le secteur de l'artisanat burkinabé à travers sa promotion au niveau des régions. Le thème retenu pour ce salon nous interpelle sur la nécessité de développer l'artisanat dans les régions, gage d'une véritable résilience des populations face aux défis sécuritaires et sanitaires du moment. C'est pourquoi j'appelle aussi bien les organisateurs que les artisans, surtout du plateau central, à l'organisation d'un Sahara à la hauteur des ambitions du gouvernement, qui est de faire de l'artisanat un véritable moteur de développement endogène. Valoriser non seulement l'artisanat local, mais le Sahara se veut aussi un espace de partage d'expériences, un festival qui tombe à pic selon les exposants. Je peux dire que le Sahara, en tout cas, ça va améliorer beaucoup, surtout le domaine artisanat et encore l'économie aussi, en tout cas. Ça va améliorer l'économie de la région et tout à fait même, on peut dire que Burkina Faso. Parce que Sahara, ça va porter beaucoup des artisans du plateau central dans la région. Un des moteurs du développement, l'artisanat contribue à 10% du PIB. Durant une semaine, Zignaré vibrera au rythme du Sahara. Le gouvernorat du plateau central est aux côtés des organisateurs pour que la fête soit belle. Il faut se dire que cette rencontre de présentation est le point de départ de l'organisation. Nous allons, avec les collectivités territoriales, mettre les petits plats dans les grands pour que cette édition soit la plus réussie des 3 éditions. Le Sahara se déroule en année où se tient pas le CIAO et permet aux artisans à revenus moyens également de s'exprimer, de se valoriser, de montrer ce dont ils sont capables. Et je sais que la région en régorge et je voudrais rassurer les autorités du niveau central quant aux efforts qui seront faits par moi-même et mes équipes ainsi que les collectivités territoriales pour qu'il y ait une forte participation et que également tous ceux qui viendront présenter des produits, que ce soit des produits de qualité. Organisé chaque 2 ans, le Sahara 2021 est à sa 3e édition. Un salon qui se tiendra du 22 au 28 octobre dans le respect des gestes barrières. Administrativement, c'est le secteur numéro 8 de la ville de Toma dans le Nayala. Mais culturellement parlant, le village de Kissa relève du canton de Yaba.
Eh bien, cet emblématique village a un nouveau chef. Le Douti Lawamogo Somozena est le 9e occupant du trône de Kissan. L'intronisation de ce chef commis des douanes est intervenue ce samedi devant un parterre d'invités. La nouvelle tête couronnée place son règne sous le signe de la préservation de la culture. Luc Kopak-Belgem. Du haut de son cheval blanc, le nouveau chef de Kissan parade dans cette localité relevant du canton de Yaba, mais considérée comme le secteur 9 de Toma. C'est le Douti Lawamagwa Somezana, le 9e de la lignée. Littéralement, Lawamagwa signifie « Dieu fais-moi grâce » et Somozena veut dire « arranger la famille ». Le nouveau Douti de Kissan succède à Douti Doulaïki, qui a régné de 2007 à 2019. L'installation officielle du nouveau chef a débuté par le port du bonnet assuré par le chef de canton de Yaba, suivi de la sortie du chef nouvellement couronné. Ce dernier ne va pas manquer de se délecter de l'eau de bienvenue offerte par son épouse. La montée du cheval entame une procession sur les tombes des chefs défunts de la famille. Ces différentes étapes couronnent pleinement ce fonctionnaire des douanes de son vrai nom, Hilaire Ki, comme nouveau chef de Kissan. Je voudrais simplement dire que le village dans lequel vous êtes aujourd'hui s'appelle Kissan, qui signifie « je suis descendu ici ». Parce que l'enfant, le jeune homme qui est arrivé ici avec sa maman, a dit à sa maman, ici je constate qu'il y a de la verdure, l'endroit est boisé, il y a une colline, il y a des signes qui montrent que nous pouvons nous établir ici. Donc nous allons descendre ici. En samo, quand on traduit, ça veut dire Kissi. Parce que là, Kissi Kana, et c'est ça qui est devenu Kissa. Si je devrais placer mon mandat sous un signe, je dirais que c'est sous les signes de la cohésion sociale et de la valorisation de la culture et de la tradition que nous sommes en train de perdre quelquefois sur le plan de la culture. Les bénédictions des chefs coutumiers invités, des leaders religieux sont allées dans le sens d'accorder un long règne au Douti de Kissan. Je pense que c'est un très bon choix, que ce soit lui qui soit le chef donc, de Kissan. Et donc je suis là aujourd'hui à 3 titres. Premièrement, en tant que fils de la région. Deuxièmement, en tant que ministre en charge de l'éducation. Si vous savez que pour moi, l'éducation doit s'appuyer sur notre socle culturel et traditionnel. Et parce que notre développement ne peut se faire que de façon endogène. Et troisièmement, en tant que promotionnaire et ami donc, du chef de Kissan. Donc ce que je souhaite, c'est qu'il puisse avoir un très long règne. Je le connais doté d'un sens ardu envers le combat pour le bien-être des populations, pour l'union des fils, pour le développement intégré depuis le local, depuis la base. Quelqu'un d'autre se serait mis au-dessus de la mêlée pour ne pas devenir chef, parce qu'il occupe déjà de très hautes fonctions. Mais chacun doit savoir d'où il vient. Les présences du Larlé Naba et du prince Hakim ont validé définitivement le règne du nouveau chef, car tout bon Samo n'accède à la royauté qu'avec l'accord d'un Mossi. Un nouveau siège est offert en cadeau par le prince Hakim au Douti Laomagos Somezena, chef du village de Kissan, à qui tous souhaitent un long règne comme celui de son grand-père, le Douti Dikieki, qui a régné 74 ans. Dans la même dynamique de la préservation de la culture, il y a cet événement porté sur les fonds baptismaux par la diva de la musique malienne Oumou Sangaré. Le Festival international de Ouassoulou au Mali s'est achevé sous de bons auspices. Durant 3 jours, les festivaliers ont eu droit à des prestations artistiques qui mettent en avant la musique de la ville natale de la grande cantatrice Oumou Sangaré. Justin Amonto. Ici à Yamfolila, au Mali, plus précisément à Ouassoulou, le Festival international du Ouassoulou rayonne. La fête est belle. La culture et la musique madingue sont ici valorisées par l'une des plus belles voix maliennes, Oumou Sangaré, initiatrice du festival. Vouloir venir en aide à mon village natal qui est le Ouassoulou, envie de faire découvrir le Ouassoulou au reste du monde. C'est ça qui m'a poussé
avec la jeunesse du Ouassoulou, de créer ce festival international de Ouassoulou. Pour les autorités maliennes, malgré les difficultés liées aux crises sanitaires et sécuritaires, cette 4e édition du FIWA a tenu toutes ses promesses. Cette édition pose beaucoup de défis. Le défi d'être là, d'exister, de sauver la culture, de faire perdurer la culture, mais en même temps, le défi de préserver la vie. Malgré les crises sécuritaires, sanitaires, la culture résiste et qu'elle résiste. L'art, la musique résiste sur cette terre du Ouassoulou. Au Ouassoulou, l'événement impacte positivement plusieurs domaines socio-économiques. Le FIWA a beaucoup d'importance ici au Mali, ici à Ouassoulou. Si le festival se fait ici à Ouassoulou, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, surtout la jeunesse même, vient pour l'organisation. La jeunesse, les femmes viennent pour vendre des jus chercher, des boissons, tout. Les performances de l'artiste Oumou Sangaré sont connues partout en Afrique. Récemment, elle était parmi les artistes proposés pour prester à l'investiture du président américain Joe Biden aux USA. Oumou Sangaré, c'est plus de 30 ans de carrière musicale. Avec le Festival international de Ouassoulou, l'artiste veut offrir de la scène à ses collègues en partant valoriser la culture madingue. Restons au Mali avec cette nouvelle en lien avec la fin de la transition politique amorcée après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les nouvelles autorités du pays de Soundiata Keïta veulent organiser les élections générales dans un an. Plus de précisions avec nos confrères d'Africa News. L'élection présidentielle et les législatives au Mali auront lieu en février et mars 2022. Ce double scrutin s'inscrit dans le cadre du respect de la durée de la transition. Sous la pression internationale, les colonels qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta avaient mis en place entre septembre et octobre des organes de transition et s'étaient engagés à rendre le pouvoir sous 18 mois à des dirigeants civils élus. Avec l'annonce de la date des élections générales, reste désormais le début des consultations, l'élaboration du projet de constitution qui devra être adopté par le Conseil national de transition qui fait office de Parlement. Des élections régionales et locales auront également lieu le 26 décembre. L'annonce de la tenue dans le calendrier prévu de ces élections a fait l'objet de nombreux débats à Bamako, notamment sur la capacité ou la volonté des autorités de transition à les organiser. En février dernier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre du gouvernement de transition Mokhtar Ouané avait indiqué que tous les moyens seront mis en œuvre pour organiser des élections libres et transparentes. C'est un vote historique aux États-Unis. Acheminons-nous vers l'indemnisation des descendants de millions d'esclaves africains. En tout cas, le processus est enclenché. Une commission du Congrès américain s'est prononcée sur la question. C'est un premier vote historique qui a eu lieu aux États-Unis ce mercredi 14 avril. Une commission du Congrès américain a adopté un projet de loi sur l'indemnisation des descendants d'esclaves avec 25 voix pour et 17 contre. Nous sommes cachés dans les coins de cette nation, de ceux d'origine afro-américaine, les descendants d'Africains réduits en esclavage qui ont ressenti l'impact de ces disparités. Pour ce vote, les élus ont adopté une position partisane, les démocrates ont tous voté pour et les républicains ont tous voté contre. Je suis le produit de cette mauvaise pratique. Mon arrière-arrière-grand-père, Silas, est arrivé ici dans un bateau négrier. Il a été vendu à une plantation bourguesse, s'est échappé et est mort en tant qu'entrepreneur prospère. Les réparations ne sont pas le moyen de redresser le tort de notre pays. Ce que je propose sera plus tard plus durable. Le sort final du texte est encore incertain. Il devra être approuvé par la Chambre basse du Congrès ainsi que par le Sénat. Ce projet de loi prévoit la création d'une commission d'experts chargée de faire des propositions sur l'indemnisation des descendants d'environ 4 millions d'Africains amenés de force aux États-Unis entre 1619 et 1865, date de l'abolition de l'esclavage. Ce journal qui s'achève. Merci de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément à Faramana dans le Houé.
À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.